Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Collection dirigée par Loïc Chalmel, Laurent Gutiérrez, Martine Janeur-Raymondi et Laurent Lescoire. La collection Pédagogie, crise, mémoire, repère répond à un triple objectif. 1. Elle se propose de soumettre à la réflexion théorique les problématiques et les situations de crise qui agitent le monde pédagogique. 2. Elle vise à vivifier les mémoires historiques capables d'éclairer le pédagogue pour l'action présente. 3. Elle entreprend de décrypter les repères philosophiques, éthiques, politiques qui portent le pédagogue en avant des réalités. Dernière parution. Antoine Agraz, La formation professionnelle des jeunes scolarisés en instituts médico-éducatifs, IME, entre logique de productivité et logique d'apprentissage, 2020. Yann Forestier, L'école en perspective. Bref, synthèse des apports récents de la recherche sur les questions éducatives, 2020. Martine Durand-Thérault, L'enseignement moral à l'école, Histoire d'une discipline singulière, 2020. Éric Saillot, S'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement-apprentissage. Construire une posture d'ajustement, 2020. Johan Chalmel, La pédagogie, un patrimoine culturel immatériel? L'exemple de Jean-Frédéric Oberlin, 2020. Amaël André, L'inclusion pour changer l'école. La diversité en contexte scolaire, 2018. Loïc Chalmel, Voix et voix pédagogiques en Europe. Héritage, continuité, émancipation, 2018. Loïc Chalmel, Louis Legrand, 1921-2016. Pédagogie et politique, 2018. Charles-Édouard Aran, Jeunes filles et jeunes gens catholiques. De la garçonne au mariage pour tous, 2018. Préface de Michel Fabre, professeur émérite de sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. Olivier Villeray, alias l'inspecteur Colombo, nous fait participer à son enquête didactique en formation d'enseignants. Ce n'est pas rien de prendre au sérieux le principe d'isomorphisme. Si l'on veut que les élèves enquêtent, il faut que les enseignants construisent des situations problèmes, ce qui est enquêter sur les données et les conditions des apprentissages et aussi sur leurs obstacles possibles. Mais le formateur lui-même doit enquêter. Quel dispositif de formation mettre en place? Quelle boussole et quelle carte fournir aux futurs enseignants pour qu'ils puissent mettre en place des démarches d'investigation avec leurs élèves? Enfin, la recherche exposée ici constitue elle aussi une enquête au second degré sur toutes ces enquêtes. On le voit, la problématisation est à tous les étages, et la figure de Colombo se diffracte de l'élève à l'enseignant, de l'enseignant au formateur et de celui-ci au chercheur. Ce qui fait la cohérence de ce travail et son authenticité aussi, c'est précisément que chacun se mesure, à son niveau, aux grandeurs et misères de l'enquête. On évite ici le travers si courant en formation de dire ce qu'il faut faire, sans le faire, ou en faisant le contraire de ce qu'on dit. Qui n'a jamais fait de cours magistraux sur les situations problèmes? C'est le paradigme de la problématisation, que l'auteur a appris à maîtriser dans les séminaires du Centre de recherche en éducation de Nantes, qui fait tenir ensemble toutes ces enquêtes. Olivier Villeray s'inscrit dans la tradition de recherche des 4 mousquetaires de la problématisation. Dewey, Bachelard, Deleuze et Meyer. Mais c'est surtout la logique de l'enquête de Dewey et la psychanalyse de la connaissance de Bachelard, avec son idée d'obstacle épistémologique, qu'il mobilise dans son travail. D'où les 2 exigences à tous les niveaux de la démarche. 1. Mettre l'accent sur la construction du problème et pas seulement sur sa résolution. 2. Traquer systématiquement les obstacles chez les élèves, chez les enseignants et aussi sans doute chez le formateur lui-même. De la sorte, l'enquête est à la fois l'objet d'étude, la démarche d'investigation et le moyen de la mettre en œuvre. Belle cohérence de ce travail. Est-ce bien toutefois la référence à l'inspecteur Colombo qui s'impose ici? Dans une didactique de physique-chimie, il aurait peut-être été plus judicieux d'évoquer ce bon vieux Sherlock, chimiste amateur, auteur d'une monographie scientifique distinguant 140 variétés de cigares, cigarettes et tabac. Si je m'autorise cette légère critique, c'est uniquement pour signaler que l'ouvrage présenté ici, issu de la thèse de doctorat que j'ai codirigée avec Annick Veil-Barret et Jean-Marie Boilvin, constitue en réalité l'achèvement d'un processus de reconversion professionnelle. Olivier Villeray, avant de devenir enseignant et formateur d'enseignants,
a commencé sa carrière comme scientifique avec un doctorat en physique radiologique, obtenu en 1985 et intitulé « Variation de la distribution des doses dans les faisceaux d'électrons de haute énergie en fonction des paramètres géométriques de l'irradiation. Application au calcul par ordinateur ». Après avoir travaillé quelque temps pour le ministère de la Santé, il s'oriente vers l'enseignement, obtient le CAPES de physique, 2 DEA, l'un en didactique de la physique à l'INS de Cachan, l'autre en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. En 1988, il est nommé maître de conférence à l'Université d'Angers puis depuis 2000 à l'ESPE de l'Université de Nantes, site d'Angers. Dans tous ses postes universitaires, il s'occupe principalement de la préparation au CAPES de physique-chimie. Mais tout bien considéré, je me demande finalement si mettre ce travail sous le patronage de Sherlock Holmes ne constituerait pas une erreur épistémologique. En effet, ce qui m'a toujours étonné chez Conan Doyle, c'est sa tendance à interpréter la démarche d'enquête, issue de la clinique médicale, dans une philosophie empiriste, en faisant de son héros un génie de l'observation et de la déduction. On serait sans doute davantage porté aujourd'hui à voir dans le paradigme indiciaire qui sous-tend la psychanalyse, la police scientifique ou la critique d'art, mais aussi évidemment le roman policier, chez Edgar Poe, Maurice Leblanc ou Conan Doyle, l'illustration de cette théorie de la problématisation que Dewey formalisera un peu plus tard dans sa logique de l'enquête. Dans le paradigme indiciaire, tout est sans doute dans les détails, mais ceux-ci ne deviennent des données signifiantes que pour qui sait les interpréter en les reliant à des conditions, des règles tirées d'une connaissance encyclopédique dont Sherlock Holmes fait d'ailleurs preuve à maintes reprises. Le grand Claude Bernard lui-même, qui disserte si brillamment sur la démarche expérimentale, se laisse prendre quelquefois à cette image empiriste de la science. Ainsi, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, le texte à la gloire de l'observation, jadis si souvent cité dans les manuels de pédagogie des écoles normales, s'autodétruit chemin faisant. On ne saurait déduire de la simple observation des urines des lapins que l'on ramène du marché la loi que les herbivores à jeun se conduisent comme des carnivores, c'est-à-dire se nourrissent de leur propre chair. Il faut avoir derrière soi de longues années de recherche physiologique pour pouvoir distinguer, au premier coup d'œil, l'urine claire et acide des carnivores et l'urine trouble et alcaline des herbivores et accorder à ces constats une signification scientifique, jusqu'à en faire les données d'une problématique de la nutrition. On imagine que la femme de ménage, chargée de nettoyer le laboratoire, aurait posé et construit un tout autre problème. Les activités d'éveil des années 1970 à cette démarche d'investigation dont l'auteur retrace la genèse et l'institutionnalisation, beaucoup d'efforts ont été faits pour tenter d'arracher les disciplines scientifiques scolaires à l'empirisme de la leçon de choses ou au positivisme de la démarche OHERIC et l'ouvrir au sens du problème. Tout se joue alors sur le statut de l'observation, sur le rôle des idées préconçues dans l'enquête et aussi sur l'idée d'obstacle. Le travail présenté ici montre que la tâche est toujours à reprendre même pour ceux qui ont reçu une formation scientifique supérieure. C'est que l'enseignement des sciences, comme le remarquait Bachelard, n'est pas toujours une formation scientifique donnant le sens du problème. Or c'est bien le sens du problème qu'il s'agit de faire vivre aux enseignants comme à leurs élèves. La démarche d'investigation est l'une des manières de s'y essayer. Cet ouvrage, comme on s'en rendra compte, est celui d'un chercheur formateur. Olivier Villeray y analyse son travail de formation avec ses étudiants. Il s'agit donc d'une recherche impliquée. C'est pourquoi l'auteur prend bien soin d'expliciter sa démarche et d'insister sur les difficultés qu'il rencontre, les malentendus même qui se produisent entre formateurs et formés. Il est rare d'être invité ainsi dans la cuisine et même quelquefois l'arrière-cuisine pédagogique. On peut se faire alors une idée précise du travail de formation, lorsqu'il est épistémologiquement et didactiquement soutenu. Il s'agit d'un travail de chef cuisinier ou plutôt de chef d'orchestre, pour dévoiler un autre talent de l'auteur. C'est en tout cas de la pédagogie, si l'on suit la définition de Jean Housset, une réflexion sur sa propre pratique en vue de l'améliorer et de créer ainsi un plus pour la communauté professionnelle. On a trop sous-estimé, voire méprisé le pédagogue au nom de la science. On voit ici quelle est l'exigence intellectuelle d'une authentique recherche pédagogique sur la formation scientifique. Comme tel, cet ouvrage mérite bien d'être publié dans cette collection pédagogique. Remerciements.
À Michel Fabre pour les moments passés ensemble au sein du séminaire Problématisation d'Ukraine où ses interventions permettent une réflexion riche et passionnante. À Annick Veil-Barret pour les moments passés dans son passionnant séminaire de psychologie cognitive à l'Université d'Angers. Son exigence intellectuelle, sa large culture sont un stimulant intellectuel important. Merci pour ses critiques, toujours pertinentes et bienveillantes. À Jean-Marie Boilvin pour ses relectures critiques et les discussions fructueuses que nous avons pu avoir à ce sujet. À Bernard Calmette, son ouvrage collectif, Didactique des sciences et démarches d'investigation, a été une source d'inspiration et de validation de mes résultats. Je remercie aussi vivement tous ceux qui ont contribué à ma réflexion au sein des séminaires des axes 1 et 5 d'Ukraine, notamment Grégory Munoz avec lequel j'ai commis un grand nombre d'articles. Merci aux établissements, aux enseignants et aux élèves qui ont accueilli nos groupes d'étudiants dans leur classe, sans eux cette recherche n'aurait pas pu se faire. Merci aux étudiants et stagiaires qui ont bien voulu participer à cette recherche, acceptant d'être filmés, décortiqués par leurs pairs. Merci également aux pionniers de la didactique des sciences expérimentales, en particulier Jean-Louis Martinand dont j'ai suivi avec intérêt, en qualité d'auditeur libre, ses enseignements à Paris 7 en 1993. Qu'il soit ici remercié pour m'avoir fait découvrir la didactique des sciences. Merci enfin à ma famille, à ma femme Isabelle et à nos merveilleux enfants Anne-Laure et Pierre-Alexandre de m'avoir supporté pendant ce travail. Liste des abréviations. Introduction. Ce livre fait suite à ma thèse de doctorat intitulée « Les obstacles à la mise en place d'une démarche d'investigation problématisante par des enseignants débutants de sciences physiques. Identification et travail en formation », soutenu en avril 2018 et disponible dans le répertoire des thèses. Il s'adresse à la fois à des formateurs de physique-chimie qui souhaitent préparer leurs étudiants et stagiaires à mettre en place et à gérer des démarches d'investigation, et à des enseignants de physique-chimie qui souhaitent travailler cette question. Les verbatims des séances de travail ont été fortement diminués dans ce livre pour des raisons de format. Ils pourront être retrouvés in extenso dans la thèse et ses annexes. Ce travail s'inscrit dans mon parcours de formateur d'enseignant. Pour le formateur, la question centrale est de former au mieux les étudiants qui lui sont confiés et que la formation constitue une réelle plus-value pour le former. Celle-ci peut porter sur des contenus d'enseignement, mais aussi sur des aspects liés à la professionnalité. Ce livre se focalise sur ces derniers aspects, sans pour autant négliger les premiers. La question de l'optimisation des formations est une des questions centrales de mes recherches et dans ce cadre, la connaissance la plus fine possible des obstacles à la formation est ma préoccupation principale. C'est pourquoi cette recherche de type recherche impliquée a vu le jour. Mon expérience initiale étant celle de la formation des enseignants de sciences physiques, c'est tout naturellement que j'ai choisi ce domaine de formation. Depuis un certain nombre d'années, l'enseignement des sciences physiques dans le monde et notamment en France, quel que soit le niveau étudié, école, collège, lycée, université, est concerné par une démarche dénommée « démarche d'investigation », notée DI par la suite. Dans les programmes officiels de l'éducation nationale française, il existe une injonction très forte à enseigner les sciences physiques à partir de DI. Cette démarche, comme nous le verrons, repose sur des bases théoriques solides et paraît fondée épistémologiquement. Il semble donc normal que la formation initiale des enseignants de sciences physiques dans les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres, puis dans les ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation, comporte une partie consacrée à une information et une réflexion sur la démarche et à l'appropriation de celle-ci. La formation habituellement proposée aux étudiants par le site où nous intervenons, Angers, comporte d'une part une présentation de la démarche, des exemples de situations, et d'autre part une mise en activité pour rendre les étudiants capables de bâtir personnellement des situations problèmes innovantes et de les conduire efficacement. Or, en ce qui concerne les enseignants débutants, étudiants en M1 et M2 du Master MEF, Master Enseignement, Éducation et Formation, Parcours Physique-Chimie, l'expérience nous montre que la mise en place de DI dans les classes ne va pas de soi. Il semble qu'en plus des difficultés inhérentes à toute démarche expérimentale, une série d'obstacles, au sens bachelardien du terme,
se dresse sur la route de ces jeunes collègues qui n'arrivent pas à mettre en place et ou à gérer ce type de situation, au point parfois de renoncer à bâtir ce type de scénario pédagogique. C'est l'objet de ce livre. Permettre aux formateurs et aux enseignants intéressés de proposer aux formés des activités qui leur permettent de mettre efficacement en place des DI et de les mener à terme. On traitera la problématique suivante. Pourquoi ces jeunes collègues, en grande majorité très favorables aux démarches d'investigation, n'arrivent-ils pas à les mettre en place avec leurs élèves? Quel type de difficultés rencontrent-ils? A-t-on affaire à de simples difficultés? Ou sommes-nous en présence de véritables obstacles? Et si c'est le cas, quelles sont leurs caractéristiques? Quelles pistes, la connaissance de ces obstacles offre-t-elle à la formation des maîtres pour mettre en place une formation plus pertinente, permettant aux étudiants d'en prendre conscience et de les travailler? Nous supposons en effet qu'il ne suffit pas de dire aux étudiants quels obstacles ils rencontreront pour qu'automatiquement ils les surmontent. Il semble qu'il faille qu'ils les travaillent personnellement pour arriver à les dépasser. Dans ma pratique quotidienne de formateur d'enseignants, du primaire, du secondaire et du supérieur, je constate fréquemment l'intérêt de ce type de démarche dans des domaines variés hors de la physique-chimie. En ce qui concerne, par exemple, la formation des moniteurs d'enseignement supérieur et notamment les ATER, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, l'apprentissage raisonné de cette approche leur permet d'envisager une alternative crédible aux méthodes transmissives trop fréquemment utilisées à l'université. Le présupposé qui est le nôtre est que si, pendant la formation, les moniteurs sont mis en position de recherche et qu'ils en perçoivent les bénéfices, ils seront à même ultérieurement, en tant qu'enseignants, d'inventer des situations de recherche originales pour leurs étudiants. C'est là un principe d'isomorphisme déjà décrit par Dovley, 1994. Le but ultime de ce type d'enseignement étant de former des citoyens pouvant participer d'une manière éclairée aux choix scientifiques et technologiques de la société. L'ambition de ce livre, qui repose sur un contexte précis et limité, est que les résultats obtenus soient transposables à d'autres contextes de formation. La formation que nous avons conçue à titre expérimental en vue de permettre aux étudiants de sciences physiques de prendre conscience et de travailler les obstacles à la mise en place de véritables DI, pourrait donc avoir une portée très générale. Dans ce livre destiné aux formateurs et aux enseignants de physique-chimie, nous faisons tout d'abord, au chapitre 1, le rappel de ce qu'est la démarche d'investigation, son origine et son développement. Ayant relevé que le concept de problématisation s'avère de notre point de vue quelque chose de central dans la mise en œuvre de l'ADI, le chapitre 2 rappelle d'où vient ce concept, en quoi il consiste, la grille d'analyse qu'il nous procure pour les DI. Nous effectuons ensuite, au chapitre 3, une recension des travaux de recherche relatifs aux démarches d'investigation pour faire le point sur l'état de la question. Nous constatons à cette occasion que le sujet de la formation et donc du développement professionnel est peu abordé dans la littérature, d'où l'intérêt de cette formation expérimentale que nous avons conçue et que nous proposons dans ce livre. Le chapitre 4 présente les fondements et le dispositif expérimental de cette formation. À cette occasion, nous sommes allés chercher des éléments théoriques et méthodologiques du côté de la méthode réflexive, Schoen 1983, de la didactique professionnelle, notamment la pédagogie des situations, Pastré 2011, et de la clinique de l'activité avec l'autoconfrontation croisée, Clos 2008. Le chapitre 5 présente la première séquence de formation qui voit les enseignants novices s'exprimer sur ce qu'ils savent de la démarche d'investigation, ainsi qu'à réagir aux textes prescriptifs, programmes et directives. La seconde séquence de formation présentée au chapitre 6 s'intéresse au travail des étudiants sur leur propre problématisation, lorsqu'ils conçoivent une séance. Le chapitre 7 présente la troisième séquence où les étudiants sont amenés d'une part à préparer, gérer et débriefer des cours comportant une démarche d'investigation en présence du formateur, et d'autre part à faire une analyse individuelle par écrit d'une démarche d'investigation conçue et réalisée durant leur stage pratique. Cette séquence leur permet de repérer les difficultés et surtout les obstacles, au sens de Bachelard, qui se dressent sur leur route et de les travailler avec le formateur. Le chapitre 8 propose une synthèse des apports de ce travail et discute le dispositif de formation mis en place dans une perspective de développement professionnel des enseignants. Chapitre 1 : La démarche d'investigation.
Dans ce premier chapitre, nous rappelons ce qu'est le concept de démarche d'investigation, son origine, les enjeux sociétaux de sa création, son développement, puis nous présentons et faisons l'analyse de la prescription qui est en vigueur en France au moment de la recherche, au niveau des enseignements primaires et secondaires, programme 2008. 1. Le contexte d'apparition, enjeux sociétaux. Depuis un certain nombre d'années, l'enseignement des sciences physiques en France, quel que soit le niveau étudié, primaire, secondaire, supérieur, est concerné par la démarche d'investigation, DI. Le point de départ de la démarche d'investigation se situe à la conjonction d'enjeux sociétaux majeurs et interdépendants, qui ont remis en cause la façon dont les enseignements scientifiques étaient menés dans les classes. 4 courants convergents expliquent l'arrivée de cette méthode. Passons-les rapidement en revue. 1.1. Des enjeux politiques et militaires. Rappelons tout d'abord très rapidement quelques points historiques sur l'enseignement des sciences, Terna 2005. Celui-ci est apparu dans les collèges, lycées actuels, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Cet enseignement, géré par l'Église, était réservé à l'élite et était considéré comme anecdotique, secondaire par rapport aux matières plus nobles, qu'étaient le latin et la théologie. En France, il faut attendre le XIXe siècle pour que l'enseignement scientifique soit obligatoire à l'école primaire, loi Ferry 1882. Les élèves apprennent alors les sciences grâce à la lecture de manuels, et aussi grâce à la tradition des cabinets scientifiques avec leur collection de papillons, de fleurs, de coquillages, mais on peut penser que peu de manipulations sont effectuées. La leçon de choses, qui naît aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne si on en croit le dictionnaire de Ferdinand Buisson, a pour objectif de partir des connaissances usuelles de la vie quotidienne et de s'appuyer sur celles-ci pour faire la leçon. Elle apparaît en France grâce à Marie-Pape Carpentier, dès 1867, dans les salles d'asile où elle est considérée comme une méthode d'enseignement, Boilevin 2013b page 250. On peut commencer à parler ici de démarche scientifique, malgré la posture assignée aux élèves qui n'ont qu'un rôle bien souvent d'observateur. Pour Terna 2005, la leçon de choses a navigué entre deux axes contradictoires, la culture du concret et un préambule à la démarche scientifique. Mais elle indique que dans tous les cas, la leçon de choses est caractérisée par une approche inductive où l'observation est privilégiée. Pendant toute la première moitié du XXe siècle, les expériences prennent peu de place malgré les instructions officielles. Le modèle de la leçon de choses a pu donner des leçons intéressantes qui donnaient une large part à l'activité des élèves. Mais il a pu conforter également un modèle où il n'y a pas de place pour les vraies questions des élèves, un modèle dans lequel c'est le maître qui pose des questions que les élèves ne se posent pas, le maître qui fait observer ce qu'il y a à voir, qui explique, qui déduit, qui généralise. Terna page 20. Le choc du Spoutnik serait à la base du renouveau de l'enseignement des sciences aux États-Unis. En 1957, le lancement réussi par l'URSS du premier satellite créé par l'homme représente un camouflet pour la science et la technologie américaine. Les militaires américains se sentent humiliés et attribuent cet échec au retard de la science américaine dû pour partie d'après eux à la qualité affligeante de l'enseignement public des sciences. La nécessité de réformer l'enseignement s'impose alors. Il faut qu'il soit de qualité, qu'il ne se limite pas à l'accumulation de connaissances scientifiques, mais qu'il travaille plutôt ses méthodes afin de conduire les élèves à des progrès dans le raisonnement, l'écriture, l'expression orale. Une quantité impressionnante de réformes vont alors voir le jour, mais il faut le dire, sans grand succès. 1.2. Des enjeux politiques et citoyens. En cette fin de XXe siècle, durant les années 90, le monde évolue vers toujours plus de complexité, de compétition et plus d'incertitude. En Europe, l'OCDE. 1999, pour sa part, prend acte du passage des sociétés modernes à une ère post-industrielle. Elle développe la notion de capital humain, qui place au centre de la compétition économique mondiale la capacité des pays à forger une éducation de qualité, efficace et efficiente, produisant des individus maîtrisant les compétences essentielles pour que les pays développés continuent de se développer sur la scène internationale tout en préservant leur paix sociale. En mai 2000, à Lisbonne, l'Europe reprendra ses conceptions avec pour objectif stratégique de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
Comme l'indique Venturini 2012, pour s'y insérer dans cette société post-industrielle de manière positive, la pensée critique, la créativité, l'innovation, la communication, la collaboration, l'initiative, l'autonomie, la responsabilité, la capacité à résoudre des problèmes deviennent particulièrement importantes. Cette perspective sociétale va avoir une traduction importante au niveau de l'enseignement des sciences. En effet, depuis longtemps la finalité de l'enseignement des sciences était uniquement l'apprentissage de connaissances scientifiques. Comme on souhaite désormais former les élèves de telle sorte qu'ils deviennent des citoyens capables d'avoir un avis éclairé sur les choix scientifiques de la société, il apparaît nécessaire de prendre en compte dans l'enseignement scientifique une nouvelle finalité, l'étude de la nature de la science et de ses pratiques. Les enjeux de la démarche d'investigation vont se situer dans cette mouvance. 1.3. Des enjeux de politique éducative. Ainsi que le montre un grand nombre de publications depuis quelques décennies, dans le monde entier, l'enseignement classique des sciences génère chez un grand nombre d'élèves du secondaire des attitudes négatives, Osborne, Simon et Collins, 2003, Venturini 2004. Avec la conséquence d'une désaffection pour l'enseignement des sciences, les jeunes se désintéressent des études et des carrières scientifiques. Aux États-Unis, National Science Board Report 2003, en France, Roland 2006, en Europe, Rocard et Hall, 2007, et dans le monde entier, un certain nombre de rapports suggèrent de rendre l'enseignement des sciences plus attractif. Réformer l'éducation scientifique apparaît alors comme une priorité, Robin, 2009. Les évaluations et comparaisons internationales qui apparaissent simultanément, et qui vont avoir également un rôle majeur sur le pilotage éducatif, vont aller dans le même sens. C'est le cas de TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, mis en place aux États-Unis en 1995, ou PISA, Programme for International Student Assessment, mis en place en Europe en 2000. Pour cette dernière, comme l'indique Robin 2009, en ce qui concerne le sujet spécifique de l'enseignement des sciences, ces évaluations ont eu des effets en deux temps, assez si ce n'est totalement contradictoires. Elles ont d'abord provoqué presque partout un repli vers les enseignements fondamentaux, maîtrise de l'écrit, compétences de base en mathématiques, au détriment des sciences, a pu provoquer par la suite une réorientation des stratégies. De plus, les objectifs des évaluations en sciences, davantage centrés sur des compétences innovantes que les syllabus classiques, ont posé clairement la question des contenus de l'enseignement des sciences et de sa pédagogie. 1.4. Des enjeux didactiques. On se souvient de la remise en cause de l'enseignement des sciences aux États-Unis suite à la crise du Spoutnik. La France emboîtera le pas des États-Unis, et l'arrêté du 7 août 1969 permettra un tiers-temps pédagogique en ce qui concerne les activités ou disciplines d'éveil, permettant aux matières autres que le français et les mathématiques d'exister un peu plus. Les expériences scientifiques qui peuvent dès lors être réalisées par les élèves prennent de l'importance. On passe d'une culture de choses à une culture de démarche. Pour Kahn 2000, ces activités antipositivistes et anti-empiristes s'opposent à la vieille idée d'une progression du simple au complexe. Fortement influencé par l'approche de Bachelard, ce modèle donne la priorité à la problématisation et à la prise en compte des représentations des élèves, Orange et Play 2000. Hélas, les activités d'éveil n'ont pas le succès promis, et comme souvent en France, il n'y a pas d'évaluation objective de l'opération. Après une brève disparition, les sciences réapparaissent pour l'école primaire dans les IO de 1985. On incite alors les enseignants à revenir à un enseignement plus rigoureux des sciences. Malgré cet échec avec les activités d'éveil, de nombreuses actions pédagogiques et de recherche se mettent en place en France. Pour les didacticiens, les situations traditionnelles d'enseignement mettent trop l'accent sur la mémorisation et l'utilisation de procédures. Un état des lieux des politiques et des recherches est proposé par Meheu, 2006. Les démarches expérimentales employées en classe apparaissent trop souvent comme stéréotypées. Litch et Paulsen, 1999, Maté, Meheu et de Hausson, 2008, ne servant qu'à illustrer des concepts, vérifier des lois. L'élève se trouve dans une démarche où il n'apprend qu'à suivre des protocoles expérimentaux prescrits. Jossois et Dupin, 1993, visant à illustrer un phénomène ou à mettre en évidence des lois, Tiberghien et Hall, 2001. Il existe également une méfiance envers la démarche OHERIC,
observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion, qui va trop vite de l'observation aux hypothèses, inductivisme. Pour les didacticiens, il faut donner une autre image de la science et de ses méthodes, Bazan 1993, Béton et Jaurès 2007. Il faut passer d'un point de vue transmission-application à un cadre socio-constructiviste. Les fonctions de l'enseignant vont s'en trouver modifiées. Nous développons un peu plus cet aspect de la recherche dans le paragraphe suivant. 1.5. Les recherches françaises en didactique des sciences. Le début des années 70 sont, en France, un tournant important avec la création à Paris, Université Paris 7, du premier laboratoire de recherche en didactique des sciences, le LIREST, Laboratoire interuniversitaire de recherche en éducation scientifique et technologie. L'ouvrage de Monique Goffard et Annick Veil-Barret, 2005, Enseigner et apprendre les sciences, retrace l'historique de ces recherches à travers des entretiens avec les acteurs ayant participé à l'aventure. Le chronogramme ci-après, figure 1, reprend les dates essentielles du développement du laboratoire. Au début des années 70, l'enseignement des sciences physiques en France étant considéré comme vétuste, une commission sur la rénovation de l'enseignement des sciences physiques, CREP, présidée par André Lagarrigue, professeur à l'Université Paris-Sud, voit le jour en mai 1971. En octobre est créé, au sein de la commission, un groupe de travail, GTCREP, dirigé par Goëri de la Côte, professeur à l'Université Paris 7, dont l'objectif est d'élaborer des modules d'enseignement rénovés destinés aux collégiens. Les innovations pensées sont confrontées aux propositions des grands projets internationaux de réforme de l'enseignement des sciences de l'époque, Programme Sésame de l'Université de Berkeley, travaux du Centre de recherche de l'Université de Kiel. Elles sont inscrites dans une recherche reconnue, action programmée par le CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Cette recherche, adossée à l'expérimentation, rassemble des problématiques épistémologiques, pédagogiques, didactiques et psychologiques. Prenant appui sur l'innovation pédagogique contrôlée, elle permet la reconnaissance du GTCREP en tant qu'équipe de recherche le 1er janvier 1974 avec la création du LRESPT, Laboratoire de recherche sur l'enseignement des sciences physiques et de la technologie, qui deviendra LIRESPT en 1977, Laboratoire interuniversitaire de recherche sur l'éducation scientifique et technologique, puis LIREST en 1989. Les thèmes travaillés par le GTCREP constituent les grands axes du laboratoire qui se consacre depuis au développement des recherches sur l'initiation aux sciences et techniques, ainsi qu'à la formation qui y est associée. Figure 1. Repère essentiel du premier laboratoire de didactique des sciences GDSTCLIREST, Goffard et Veil-Barret 2005, page 22. Dans l'ouvrage de Goffard et Veil-Barret 2005, Jean-Louis Martinand, 1996, pages 72 à 92, revient sur l'origine des recherches en précisant l'importance de la formation des maîtres de l'époque. On retrouve également des informations sur cette période dans d'autres articles. Martinand, 1996. Les membres du GTCREP s'occupaient tous de formation initiale et continue des enseignants, service de préparation à l'agrégation de Paris Sud, de préparation du CAPES de sciences physiques de Paris 6 et Paris 7. Ces équipes coordonnées au niveau de la région parisienne étaient impressionnées par les travaux de rénovation de l'enseignement des sciences physiques en Grande-Bretagne, projet Sciences de 5 à 13 ans, en Allemagne, Institut de Kiel, et surtout aux États-Unis, notamment les travaux du PSCC, Physical Science Study Committee, dont ils traduisent le livre et le fascicule de travaux pratiques et les projets qui en découlent comme le Harvard Project Physics. Entré dans le GTCREP avec un emploi CNRS, Martinand participe à la mise en place de modules de sciences et techniques, notamment celui d'initiation aux techniques de fabrication mécanique et participe à la mise en place du laboratoire et du DEA de didactique des sciences physiques. Il indique que ces recherches s'effectuent en étroite collaboration avec la section sciences, dirigée par Victor Rost, du groupe de recherche de l'INRP, Institut national de la recherche pédagogique. Cette collaboration est venue du fait que les opérations d'essai des modules du GTCREP dans les classes supposaient l'acceptation d'une tutelle, qui a été exercée par l'INRP et donc nommément par Louis Legrand. Le ministère n'acceptait pas qu'il y ait des essais sauvages,
Il devait rentrer dans un cadre d'innovation contrôlée défini par Legrand en 1968. Martinant indique également qu'il y a eu à cette époque de nombreux croisements des institutions et des personnes. Il cite un certain nombre de chercheurs de cette époque qui ont collaboré aux activités d'éveil à l'école primaire et au collège. Victor Host, 1978, Jean-Pierre Astolfi, Janine Dunph, André Giordan, Claude Deman, Anne Vérin. Victor Host demande la participation d'un membre du GTCREP aux travaux concernant l'école primaire. C'est ainsi que Goëri de la Côte, André Tiberghien puis Jean-Louis Martinant se trouvent amenés à travailler sur l'école primaire. En 1973, Martinant prend la responsabilité de l'initiation physique et technologique à l'école primaire et propose l'idée de démarche d'investigation autonome, qui préfigure la démarche d'investigation en France. Un ensemble de publications de l'INRP, Recherche pédagogique, témoigne de l'activité de cette période. C'est à cette époque aussi que sont créées les Journées de Chamonix, carrefour où peuvent se rencontrer des personnes qui s'intéressent à la formation, à l'innovation, à la recherche en didactique des sciences et des techniques. Du point de vue de Martinant, les relations avec l'INRP dont il a été le vecteur ont permis un apport essentiel dans l'élaboration conceptuelle en didactique. De nombreuses recherches sur la didactique des sciences ont lieu dans cette période. Citons par exemple les recherches sur la mise en évidence d'obstacles épistémologiques et notamment les représentations, conceptions, ainsi que leur traitement didactique, Viennot 1979-1996, Astolfi et Vérin 1985, Serré 1985A, 1985B, Drouin et Astolfi 1987, Giordan et De Vecchi 1987, Peter Falvey 1988, De Vecchi et Giordan 1989, Jossois et Dupin 1989, Astolfi 1991, Astolfi, Peter Falvey et Vérin 1991. Sur le raisonnement linéaire causal, Viennot 1979, Rosier 1988, Closset. Sur le concept d'objectif obstacle, Martinant 1986. Sur l'apprentissage de la modélisation, Martinant et al. 1992. Sur la construction de concepts, Leménian et Veille-Barret à 1993. C'est dans ce contexte porteur pour la rénovation de l'enseignement des sciences que de nombreuses tentatives se font jour, prenant la suite des travaux du groupe Sciences de l'INRP. Citons par exemple les travaux de Gilles Pérez, 1993, sur la démarche de recherche scientifique, de Coquidé, 1998, sur les pratiques expérimentales, et de Richoux et Beaufils, 2005, sur les travaux pratiques. Ces terrains d'innovation ont permis la réalisation de recherches visant à éclairer le raisonnement hypothético-déductif dans une perspective développementale. Cosinil-Marmèche, Mathieu et Veille-Barret, 1983. Versailles, 1983, indique que ces initiatives s'organisent souvent autour d'objectifs qui n'offrent guère de projets au-delà de la promotion des sciences en elles-mêmes. C'est pourquoi elle propose l'éducation relative à l'environnement de manière à placer ces initiatives dans un projet plus citoyen. 1.6. L'opération Hands-on. Aux États-Unis, Léon Lederman, prix Nobel de physique, lance l'opération Hands-on Means-on, avec ses fameuses investigations Inquiry, 1989. Son expérience réussie d'alphabétisation scientifique pour les écoles défavorisées de Chicago va faire des émules. Georges Charpak, autre prix Nobel, français celui-là, visitant Lederman à Chicago en rapportera une idée qui conduira en France à l'opération Main à la pâte, avec l'appui de l'Académie des sciences. La fondation Main à la pâte, créée en 2001, vise à aider les enseignants à mettre en œuvre une pédagogie d'investigation permettant de stimuler chez les élèves l'esprit scientifique, la compréhension du monde et des capacités d'expression. Rappelons ici les 10 principes de la main à la pâte. www.fondation-lama.org/note/105 consulté le 12 janvier 2017. 1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible et expérimentent sur lui. 2. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas. 3. Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquence en vue d'une progression des apprentissages.
Elle relève des programmes et laisse une large part à l'autonomie des élèves. 4. Un volume minimum de 2 heures par semaine est consacré à un même thème pendant plusieurs semaines. Une continuité des activités et des méthodes pédagogiques est assurée sur l'ensemble de la scolarité. 5. Les enfants tiennent chacun un cahier d'expérience avec leurs mots et leurs dessins à eux. 6. L'objectif majeur est une appropriation progressive par les élèves de concepts scientifiques et de techniques opératoires, accompagnée d'une consolidation de l'expression écrite et orale. 7. Les familles et ou le quartier sont sollicités pour le travail réalisé en classe. 8. Localement, des partenaires scientifiques, universités, grandes écoles, accompagnent le travail de la classe en mettant leurs compétences à disposition. 9. Localement, les IUFM mettent leur expérience pédagogique et didactique au service de l'enseignant. 10. L'enseignant peut obtenir auprès du site internet des modules à mettre en œuvre, des idées d'activités, des réponses à ses questions. Il peut aussi participer à un travail coopératif avec des collègues, des formateurs et des scientifiques. À la suite de cette opération, le plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école, PREST, est mis en place. Son but est de rendre plus effectif l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école, de lui assigner une dimension expérimentale, de développer la capacité d'argumentation et de raisonnement des élèves, en même temps que leur appropriation progressive de concepts scientifiques, BO numéro 23 du 15 juin 2000. Ce bref rappel historique montre qu'un certain nombre de facteurs concourants, politiques, économiques, pédagogiques, didactiques, ont convergé pour mettre en place l'ADI. Saucé et al., 2001. 2. Le développement de l'ADI. L'ADI s'est développée sur 3 plans: géographique, niveau du cursus, discipline scolaire. 2.1. Un développement mondial. On trouve des traces d'apparition de l'ADI aux États-Unis dans les années 1960 sous le vocable d'enseignement des sciences par l'investigation scientifique ou inquiry. Schwab, 1962, cité par Park, Rogers et Abel 2008. La pratique d'enseignement par investigation scientifique apparaît ensuite de manière explicite dans de nombreux curricula, d'abord aux USA, Science for All Americans AAAS, 1989, National Research Council, 1996, puis dans un grand nombre de pays en commençant par le monde anglo-saxon, Science in the New Zealand Curriculum, Ministry of Education, New Zealand, 1993, Pan Canadian Science Project, 1997, English National Science Curriculum, www.curriculumonline.gov.uk, puis dans toute l'Europe, Rapport URIDIS 2006. Ceux-ci curriculum visent à intéresser les élèves et à leur donner une culture scientifique plus riche en donnant plus d'autonomie aux élèves, en proposant des tâches plus ouvertes et des activités de plus haut niveau cognitif. Boile 20 de 013b, Chap. 7. Des recherches comparatistes étudient les DI mises en place dans différents pays. Citons par exemple l'étude sur les États-Unis, la Suisse et la France de Delangelo, Coquidé et Magneron, 2012. Greenspan 2011 montre comment l'expérience française la main à la pâte s'est implantée au Brésil sous le nom ABC en sciences et précise les modifications apportées au dispositif. 2.2. Un développement à tous les niveaux du curriculum. La démarche d'investigation touche tous les niveaux du système d'enseignement. En France, après l'essai de Martinan, l'expression démarche d'investigation est réintroduite dans La main à la pâte de Georges Charpak, suivant en cela l'exemple des écoles de Chicago, Worth et de la Côte, 1996. L'éducation nationale reprend l'idée en la modifiant légèrement dans le PREST, plan de rénovation de l'enseignement des sciences et techniques à l'école, BO 2000. La démarche d'investigation est introduite comme continuité de ce plan dans l'enseignement secondaire, MEN, BO 2007, programme du collège, page 6. Les programmes de sciences au collège vont suivre cette rénovation, BO 2008, puis successivement tous les programmes du lycée, seconde, première, terminale. En France aujourd'hui, cette démarche a gagné en ce qui concerne les sciences physiques tous les niveaux du curriculum. Citons quelques exemples à l'école primaire. Bizot sur l'aspirateur en classe maternelle, Bizot 2005, Fontaine et al., sur le brouillard en cours moyen, Fontaine, Vérin et Bizot 2005,
Di Folco sur l'astronomie en cycle 3, Di Folco et Jasmin 2003. 2.3. Un développement qui touche toutes les disciplines. Les premières disciplines concernées par la démarche d'investigation ont été les sciences. Mais on note que cette démarche s'est étendue depuis à d'autres disciplines comme les mathématiques, l'astronomie. Le tableau suivant, tableau 1, non exhaustif, relève des travaux de recherche en didactique représentative par discipline. On trouve aussi des articles à propos de disciplines non scientifiques comme par exemple, Nonon 1996 en littérature. Tableau 1, travaux sur la DI dans diverses disciplines. 2.4. Un développement qui s'appuie sur le numérique. L'ordinateur était déjà un outil d'investigation scientifique, Beaufils 1993-1995, Beaufils, Letouzet, Richoux et Richoux 1996, Duret et Beaufils 1998, Beaufils, Richoux et Camguilhem 1999, Richoux, Salvetat et Sperluet-Beaufils 2002. Les démarches d'investigation vont généraliser son utilisation Sanchez 2007, Émile Martinez, Pernin, Prieur et Sanchez 2007, en allant même jusqu'à transformer les élèves en cyberchercheurs participant à des cybercongrès, Bizot, Rebiffé, Lavarde et Fontaine 2000. 2.5. Un développement qui s'appuie sur les jeux. Les jeux constituent un puissant outil d'apprentissage. La DI n'échappe pas à ce mouvement pédagogique. Des jeux sérieux sont même bâtis sur le modèle de la DI. Sanchez, Joue-Notion 2010. 3. La DI dans les prescriptions en France. Selon René Amig 2009, il convient de faire l'analyse d'une prescription avant de voir la façon dont elle est mise en œuvre. Après les leçons de choses et les activités d'éveil dans l'enseignement primaire français en 1969, voici qu'apparaît en France la démarche d'investigation. Après son introduction dans les programmes du primaire, elle fait partie au moment de l'écriture de la thèse des programmes du secondaire aussi bien au collège qu'au lycée en ce qui concerne les sciences physiques, BO 2008, 2010A, 2010B. Intéressons-nous en priorité aux instructions officielles, BO 2008, concernant le collège puisque notre expérimentation a été conduite dans ce contexte. Les programmes ultérieurs, BO 2015, ne remettent pas en cause le principe de faire des DI. 3.1. La prescription, structure des programmes du collège 2008. En ce qui concerne les sciences physiques, on trouve la prescription de la démarche d'investigation, DI, de manière diffuse dans tous les programmes depuis 2008 et de manière explicite dans le programme officiel du collège de 2008, BO spécial numéro 6 du 28 août 2008. Celui-ci est composé de 3 ensembles structurés. Premièrement, une introduction commune à toutes les sciences que ce soit les sciences expérimentales, SVT, physique, chimie, la technologie ou les mathématiques. Dans cette introduction commune, la partie 3, celle qui nous concerne ici et que nous allons développer, expose ce que les concepteurs entendent par démarche d'investigation. Deuxièmement, un ensemble intitulé Physique-chimie préambule pour le collège. Il complète pour la physique-chimie ce qui a été développé dans l'introduction commune à laquelle il convient de se référer. On note dans cet ensemble un petit paragraphe qui revient sur la démarche d'investigation en indiquant qu'elle contribue au développement des capacités nécessaires pour mettre en œuvre les connaissances et doit à ce titre être privilégiée lorsque sa mise en œuvre est pertinente. Troisièmement figurent, à proprement parler, les programmes des classes de 5e, 4e et 3e. Ils se présentent sous forme de 2 domaines. Le premier est écrit en caractère droit qui correspond au socle, colonne vertébrale des programmes et le second, écrit en italique, complète le socle commun de connaissances et de compétences. 3.2. La prescription de l'ADI, programme du collège 2008. Comme on l'a mentionné, la partie 3 de l'introduction donne la prescription de l'ADI de manière explicite, programme du collège BO spécial numéro 6 du 28 août 2008 page 4. Les prescripteurs donnent tout d'abord un certain nombre de repères sur la démarche qu'ils préconisent, puis ils proposent un canevas d'une séance d'investigation en 7 moments essentiels. 3.3. Analyse du canevas de la séance, 7 moments essentiels. Les 7 moments essentiels exposés dans la prescription seront repérés dans le cadre de ce travail par des codes, de M1 à M7. Comme nous utiliserons fréquemment ces codes par la suite pour étudier la démarche lors des activités des étudiants, ils sont explicités ci-après.
Notons que pour les programmes de collège et de lycée, que l'ADI ne consiste pas en une procédure linéaire que les enseignants pourraient appliquer toujours de la même façon, de manière normée, en suivant une démarche toujours identique. Les programmes donnent aux enseignants une marge d'initiative très importante. Dans le canevas de l'ADI, 7 moments essentiels ont été identifiés. L'ordre dans lequel ils se succèdent ne constitue pas une trame à adopter de manière linéaire. En fonction des sujets, un aller et retour entre ces moments est tout à fait souhaitable, et le temps consacré à chacun doit être adapté au projet pédagogique de l'enseignant. Beau spécial numéro 6 du 28 août 2008, page 4. Ce canevas est la conceptualisation d'une démarche type. Le plus souvent, pour des raisons variées, il convient d'en choisir quelques aspects pour la conception des séances. C'est là aussi un espace de liberté pédagogique pour le professeur qui vérifiera toutefois qu'à l'issue de l'année, les différentes étapes auront bien été envisagées. Page 4. La prescription constitue des lignes directrices et laisse une grande part de liberté aux enseignants comme aux élèves. Prescription ouverte. M1. Le choix d'une situation problème. Selon notre analyse, l'enseignant doit préparer une situation qui bien sûr est dans le champ des programmes, qui débouche sur le développement de compétences, analyser les savoirs visés et déterminer les objectifs à atteindre, et qui soit calibrée du point de vue cognitif. Cette situation doit être en adéquation avec des obstacles présents chez l'élève, identifier les représentations des élèves ainsi que les difficultés persistantes, analyse d'obstacles cognitifs et d'erreurs, et être abordable par ceux-ci, ni trop facile, ni trop difficile, repérer les acquis initiaux des élèves, leur permettant une réelle problématisation, élaborer un scénario d'enseignement en fonction de l'analyse de ces différents éléments. L'élaboration de cette situation problème calibrée est selon nous très importante, la clé de voûte de la situation de classe. C'est ici que l'enseignant réfléchit fondamentalement à l'accroche, aux matériaux qui seront utiles pour aider les élèves, au guidage possible. Toutes les autres phases, d'évolution, hypothèses et protocoles possibles, matériel, comparaison, institutionnalisation, sont déjà pensées à ce stade. L'enseignant qui prépare sa séance mène une problématisation et prépare la problématisation que vont effectuer les élèves. Il réfléchit à la position du problème qu'il va donner aux élèves et réfléchit à la construction du problème par les élèves en évaluant la pertinence des données et des conditions qu'il va leur donner au départ et ou en cours de résolution. M2. L'appropriation du problème par les élèves. Selon notre analyse, ce paragraphe insiste sur la dimension temporelle de la motivation des élèves. Il concerne d'une part la dévolution du problème, au sens de Brousseau. Comment faire pour que les élèves fassent du problème amené par l'enseignant leur problème personnel? Les élèves proposent des éléments de solution qui permettent de travailler sur leur conception initiale, notamment par confrontation de leurs éventuelles divergences pour favoriser l'appropriation par la classe du problème à résoudre. Il concerne d'autre part le maintien de la motivation des élèves de la classe lors du développement de la séance. L'enseignant guide le travail des élèves et éventuellement, les aide à reformuler les questions pour s'assurer de leur sens, à les recentrer sur le problème à résoudre qui doit être compris par tous. Le guidage doit aider la problématisation. Ce guidage ne doit pas amener à occulter ses conceptions initiales mais au contraire à faire naître le questionnement. Du point de vue de la problématisation, les élèves se posent dans cette phase la question de la position du problème, et l'enseignant se pose toujours la question des données et des conditions qu'il peut distiller pour faire avancer la problématisation. M3. La formulation d'hypothèses explicatives, de protocoles possibles. Du point de vue de la problématisation, on est ici du point de vue des élèves dans la phase de recherche, de création. On recherche des données, des conditions où on met en tension celles-ci pour faire avancer la problématisation. Formulation orale ou écrite de conjectures ou d'hypothèses par les élèves ou les groupes, élaboration éventuelle d'expériences destinées à tester ces hypothèses, communication à la classe des hypothèses et des protocoles expérimentaux proposés. L'enseignant peut bien sûr à ce moment-là passer dans les rangs pour faire une typologie des hypothèses proposées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.